Le conseil de la semaine, c'est un dictionnaire du cinéma italien de 1943 à nos jours, sous la direction de Mathias Sabourdin aux éditions du Nouveau Monde, avec une préface de Jean Gilly. Mathias Sabourdin, bonjour. Vous êtes donc le coordinateur de ce livre tout à fait remarquable, avec une vingtaine de contributions différentes, de personnes différentes, italiennes et françaises. C'est un livre de plus de 1200 pages et qui manquait absolument dans la bibliographie française. Le cinéma italien reste très populaire en France, même si aujourd'hui on voit moins de films italiens qui ne sont peut-être pas au niveau des plus grands, mais néanmoins c'est un cinéma où on s'en rend compte régulièrement avec les reprises auxquelles les Français sont très attachés. Alors je crois savoir que vous êtes en fait chef opérateur, vous n'êtes pas du tout universitaire, ce qui est rare dans ce genre d'ouvrage, mais c'est un travail tout à fait sérieux. Qu'est-ce qui vous a donné cette idée ? Alors, ce qui m'a donné cette idée, c'est une obsession en fait cinéphilique personnelle au départ, un goût pour le cinéma italien, mais qui n'est pas un goût lié à l'enfance, qui est un goût plus tardif en fait, une cinéphilie de la vingtaine d'années, on va dire. Il y avait d'abord eu le cinéma américain, ensuite le cinéma français, et enfin le cinéma italien. Donc une cinéphilie adulte. Et liée à cette obsession, ce goût, il y avait mon amour du livre comme beaucoup de gens, de Corson Tavernier, 50 ans de cinéma américain. On va dire que c'est la réunion de ce goût et l'envie, finalement, d'adapter le modèle de Tavernier et de Corsodon au cinéma italien, en le modifiant, évidemment. Mais voilà, on va dire que c'est ça. Alors, les dates, d'abord. Vous commencez en 1943. Alors, c'est évidemment l'avènement du néoréalisme. Enfin, c'est, disons, Ossessione de Visconti, qui peut être considéré comme le point de départ. Et puis, jusqu'à aujourd'hui. Et oui, tout à fait. Alors 43, c'est en effet les Amants diaboliques, enfin Ossessione. C'est aussi la première chute de Mussolini, donc c'est vraiment le moment où le fascisme s'effondre et où l'Italie est totalement à feu et à sang. Et on est allé jusqu'à aujourd'hui, mais on va dire quand même que le livre se concentre principalement sur ce qu'on peut appeler l'âge d'or, c'est-à-dire l'après-guerre et surtout la période 59-75. On parle évidemment, il y a sur 150 articles, il y a une quinzaine d'articles sur les réalisateurs contemporains. Oui, il y a Sorrentino, il y a Martonnet, il y a Garone, Garone, donc ils sont très présents. Donc ça va en fait de la chute de Mussolini à la chute de Berlusconi. Tout à fait. Voilà. Un très beau résumé. Alors, en même temps, ce qui est très intéressant, c'est que vous parlez vraiment de tout le cinéma italien et en particulier, c'est sous forme de dictionnaire, comme je l'ai dit, mais de dictionnaire de personnes. Il y a pas, par exemple, les genres cinématographiques, le péplum, il y a des grandes introductions, mais vous avez choisi les individus, mais les individus au sens large, puisque vous avez inclus les collaborateurs de création. Mais le sous-titre du dictionnaire, c'est ces créateurs de 1943 à nos jours. Donc c'est vraiment un livre sur les créateurs, c'est-à-dire les gens qui sont derrière la caméra. Donc il n'y a pas les comédiens, il y a les réalisateurs, comme vous avez dit, et tous les gens qui ont collaboré avec les réalisateurs. Pourquoi ça ? Parce que le cinéma italien a toujours mis en avant ses collaborateurs et a toujours été un art qui a assumé le travail collectif, ce qui est peut-être moins le cas du cinéma français. Donc ça semblait particulièrement intéressant de faire ça. Et par ailleurs, il y a aussi l'envie d'analyser les films à partir de leur matérialité, c'est-à-dire à partir de la façon dont ils sont faits. Donc il y a aussi cette idée-là, quoi. On voit par exemple l'importance que Zavattini, scénariste, a été pour De Sica ou d'autres. Il y a des couples que vous mettez en valeur dans ce livre. Oui, il y a Storaro Bertolucci. Storaro, chef opérateur. Absolument, faites bien de le préciser. Il y a Morricone et Sergio Leone, évidemment, Flaiano et Fellini. Enfin, il y a énormément de couples assumés dans le cinéma italien, avec Monicelli et le couple Hagi Scarpelli. Il y a aussi des couples de scénaristes qui formaient des couples avec des réalisateurs, parce qu'ils faisaient des trios. Et Torres Scola, d'ailleurs, était au départ en couple et deux scénaristes avant de voler de ses propres ailes en devenant metteur en scène. Avec Ruggero Macari, absolument. Il a fait beaucoup de scénarios pour Dino Risi, notamment Le Fanfaron. Alors, il y a aussi le cinéma populaire. C'est-à-dire que vous n'êtes pas dans une politique des auteurs, même si ce sont des auteurs qui figurent dans un dictionnaire biographique, mais néanmoins, vous ouvrez très largement au grand cinéma populaire, puisque le cinéma italien, comme l'américain, se caractérise par le culte des genres. Ah oui, alors l'autre approche, disons, original du livre, c'est ça. C'est d'avoir voulu mêler le cinéma classique, le cinéma d'auteur, Visconti, Fellini, avec le cinéma
qu'on pouvait appeler de série B avant, mais qui maintenant est réévalué. Donc il y a Lucio Fulci, il y a Dario Argento, il y a aussi des gens de la comédie qui ont réalisé les films de Toto dans les années 50, comme Mario Mattoli. Donc il y a vraiment l'idée de confronter ces deux mondes sans les dissocier, parce qu'en Italie, ce qu'on remarque, notamment à travers les techniciens, il y a beaucoup de porosité en fait, et même avec les scénaristes, il y a beaucoup de scénaristes de films, on va dire A, qui se retrouvent aussi dans les films B. Et chez les opérateurs, Storaro a fait par exemple le premier film de Dario Argento. Le chef opérateur de Bertolucci a travaillé avec Dario Argento. Et Ennio Morricone aussi. Donc c'est très intéressant de mettre en avant ça. Et Mario Bava était chef opérateur et il est devenu aussi metteur en scène. Il était chef opérateur notamment des films de Monicelli et de Steno, de Gendarmes et voleurs, chef-d'œuvre avec Toto et Aldo Fabrizi, oui, tout à fait. Mais vous, votre expérience personnelle du cinéma italien, c'est passé d'abord par les films populaires ou par les auteurs ? C'est passé classiquement par ce qui était proposé à la Cinémathèque à Paris et dans les actions, on va dire, et à la Catone, c'est-à-dire par les auteurs. Et ensuite, c'est par la vidéo, on va dire, que j'ai découvert Mario Bava, que j'ai découvert... C'est aussi par la presse, hein, ou Dario Argento, c'est aussi en lisant justement les numéros de Positif, ou des cahiers, mais plus positifs, évidemment, sur le cinéma de genre, on va dire que vous êtes bien plus en avant. Donc... c'est la vidéo qui, dans un deuxième temps, et c'est cette complexité en fait du cinéma italien qui m'a intéressé aussi, c'est d'avoir d'un côté Antonioni et de l'autre Lucio Fulci. C'est comment une cinématographie aussi proche géographiquement et culturellement de la cinématographie française a pu produire des genres aussi variés. Alors en même temps, est-ce qu'il y a un cinéma italien? Alors c'est une question un peu vaine parce qu'on peut poser la même question pour le cinéma américain ou le cinéma français. Le cinéma français, c'est Resnais et Bresson, c'est Cocteau et Renoir qui sont des pôles, qu'il n'y a pas d'unité non plus du cinéma français. Mais néanmoins, vous tentez une définition qui est très intéressante pour définir le cinéma italien à partir de deux termes opposés qui seraient le baroque et le réalisme. Ah ben c'est sûr. D'ailleurs, la personne peut-être qui se concentre le plus ça, je dirais que c'est Visconti, parce que lui, c'est censé être le fondateur avec Rossellini du néoréalisme, et c'est en même temps le plus baroque des réalisateurs. Quand on voit les damnés, c'est un délire visuel et c'est une théâtralité totalement assumée. Et je dirais que ce qui unifie aussi le cinéma italien, c'est son esprit critique, quoi. C'est que c'est un cinéma qui démystifie, qui critique. C'est un cinéma qui met mal à l'aise, quoi, la politique, la société. Le cinéma italien n'est pas un cinéma de divertissement, en tout cas. Et vous parlez aussi de désenchantement comme étant une des composantes du cinéma italien. Ce serait un cinéma désenchanté. Si on voit Léon, c'est évident, quoi. Il y a un plaisir du désenchantement, de la nostalgie, et qui est présente dès le début, bien avant Léon, dès les Vitelloni, en fait. On sent la nostalgie qui arrive dès 54 ou dès 53 avec Fellini. Les collaborateurs, vous les avez recrutés sur quels critères? Il y a de tous les âges, je suppose, toutes les générations. Il y a une exception, mais sinon, il y avait que des trentenaires, en fait. Alors, c'est principalement des amis d'amis. Enfin, l'idée, c'était de faire quand même un ouvrage générationnel. C'est-à-dire d'avoir un regard de trentenaires a posteriori, finalement, sur le cinéma italien. Donc, il ne vous reste plus de Mathias Sabourdin qu'à faire un dictionnaire des acteurs italiens ou des films italiens. Et voilà, vous aurez une trilogie que le Nouveau Monde, je suis sûr, sera heureux de publier. Donc, je rappelle le titre de votre livre « Dictionnaire du cinéma italien » de 1943 à nos jours, plus de 1200 pages aux éditions du Nouveau Monde et sous votre direction, Mathias Sabourdin. C'était Projection Privée, une